Donc, bonsoir a tous, boa noite a todos. Temos a chance de termos muitos colegas brasileiros hoje à noite, vantagem do Zoom. Dans quelle langue je parle? Donc, nous allons donner suite au cycle de conférences de cette année, de l'année dernière déjà, Retour de bâton. On va reprendre ce thème cette année en espérant qu'on puisse faire un deuxième tour, tant ce thème nous a semblé important, actuel, intéressant et porteur. Donc, je crois qu'on n'a pas épuisé la question, loin s'en faut, et donc on va continuer dans l'année 2021 sur cette question du retour de bâton. Donc, ce soir, nous allons écouter avec plaisir Maria Roneide Cardoso, qui nous a donné comme titre Les corps de la femme, scène et récit d'un objet qui cause toujours. Comme vous savez, Roneide est psychanalyste, membre de l'association lacanienne internationale. Elle a voulu avoir comme discutant Louis Sierra, psychiatre, psychanalyste, membre aussi de l'ALI, et moi-même, Angela Gesuino, membre aussi du cartel comme Roneide et membre de l'ALI. Avant de passer la parole à Roneide, je voulais vous rappeler que pendant la conférence, il faut que les micros soient fermés, de façon qu'il n'y ait pas d'interférence, et qu'au moment de la discussion, ceux qui veulent prendre la parole peuvent l'ouvrir pour demander à intervenir. Donc voilà, je passe la parole à Roneide tout de suite. Donc, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui sont là avec nous en virtuel, hein, mais bon. Et donc, c'est l'opportunité peut-être de gens qui ne viennent pas souvent ou jamais à la Maison d'Amérique latine de pouvoir être avec nous. Donc, je remercie tout d'abord votre présence et aussi aux discutants qui ont bien voulu voilà, discuter ce travail que, bon, voilà, je ferai un petit peu pour vous ce soir une reprise des questions voilà, que je travaille déjà un certain temps, mais que voilà, montre bien là où j'en suis aujourd'hui. Bon, voilà, donc je commencerai par une citation de Cappadoce du 1er siècle à Rome. Donc, dit-il, au milieu du bassin de la femme se trouve la matrice, l'utérus, organe sexuel qu'on dirait presque doué d'une vie qui lui est propre, rien, en un mot, de plus mobile et de plus vagabond que la matrice. Elle a aussi des goûts particuliers. En général, elle cherche toujours à remonter vers les parties supérieures, de sorte que la matrice est entièrement chez la femme comme un animal dans un animal. Bon, si dans ce temps lointain, cet objet, la matrice, cherchait autant à se faire voir et à remonter vers le haut de son corps, c'était aussi pour se donner à entendre. Mais on disait que les femmes étaient muettes, alors qu'il manquait peut-être des bons entendeurs de voix. Et pourtant, les mouettes chantent, souvent en bord de mer, loin du vacarme de nos villes. J'aurais préféré parler en poète. Hélas, je n'en ai pas le don. Mais en guise de consolation, je me suis dit que les poètes, même les meilleurs, ont beaucoup contribué à créer un idéal de corps et de femme trop inaccessible pour tous, hommes et femmes. Et je vous donne l'exemple d'un extrait de chanson d'un poète brésilien, pas d'un troubadour prônant un amour courtois. Non, le sien était bien charnel,
La chanson s'appelle Samba da Benção, Samba de la bénédiction, d'un de nos maîtres de la bossa nova, Vinícius de Moraes. Il y comparait la samba à la femme, l'une et l'autre faites de tristesse, d'une tristesse qui balance, et sur la femme, il disait, je le cite, « La beauté qui vient de la tristesse de se savoir femme, faite à peine pour aimer, pour souffrir de son amour et pour n'être que pardon. » À chaque fois que j'écoute cette chanson, je suis obligée de rire parce que je pense qu'à la fois c'est vrai et c'est faux. Mais bon, j'aurais préféré ne pas parler uniquement de son corps malade tel qu'il a été raconté au fil du temps. Mais nous verrons aussi que ces récits qui ont fait la prose des temps sont assez surprenants et qu'ils sont probablement à l'origine des scènes fantasmatiques qui animent la sexualité d'hommes et de femmes dans ces réécritures et versions variées. Mais en quoi le corps de la femme, sa sexualité, son désir et ses fantasmes relèvent du sujet de notre cycle actuel, le retour de bâton en politique. Ce que nous vivons actuellement, s'agirait-il d'une régression culturelle, d'une contre-réaction à un progrès déjà advenu ou, comme d'autres le supposent, la toute fin d'un système déjà en faillite qui, agonisant, peine à mourir et laisser la place au nouveau, encore en gestation. Il est certain que pour les femmes, les avancées au niveau de mœurs et de valeurs furent considérables au siècle dernier, avec l'acquisition de leurs droits civils et la libération de la sexualité à partir des années 60-70. Néanmoins, dans ce nouveau millénaire, nous assistons à un revirement surprenant avec l'arrivée d'un mouvement conservateur, plus évident dans les Amériques, mais pas uniquement, loin s'en faut, au Brésil par exemple, avec la grande vague religieuse évangélique qui loue Dieu, la patrie, la famille et la propriété privée, bien sûr, en voulant ressusciter, coûte qu'il coûte, un Dieu déjà moribond, celui du marché. À la pointe du cortège, la droite ultra-conservatrice de l'Amérique du Nord. Gisèle Halimi insistait à nous dire que les droits des femmes ne sont jamais acquis pour de bon. Je le crois aussi, mais qu'est-ce que serait acquis une fois pour toutes? Rien. Raison pour laquelle je vois venir avec bienveillance les nouveaux vents du féminisme de ce siècle. Le mouvement MeToo de 2017 n'est qu'un début de chapitre de la libération de la parole des femmes, cette fois-ci avec la dénonciation publique des abus sexuels faits à son égard. Mais je le vois aussi comme un moment fécond d'énonciation. Je sais pas, c'est tout qui bug. Hein. Allô? Donc, je suis où? Mais je le vois aussi comme un moment fécond d'énonciation d'une parole où les femmes parlent autrement de leur sexualité, non seulement dans le cabinet de l'analyste, mais aussi dans l'espace public,
Il suffit de voir la quantité d'émissions, d'articles dans la presse et des livres consacrés à ces sujets. Je l'entends comme un moment politique. Il donne suite à ces mémorables prises de parole publiques qui ont marqué le féminisme politique des années 70 en France. Rappelons le procès de Bobigny en 1972 avec la brillante plaidoirie de l'avocate Gisèle Halimi, un moment précurseur de la promulgation de la loi Veil sur l'avortement de 1975 par Simone Veil, alors ministre de la Santé de Giscard d'Estaing. S'il y a de l'éthique, le féminisme est toujours politique et aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et cela est un acquis, ou, si vous voulez, un enseignement de ces grands moments du féminisme qui reviennent toujours de façon renouvelée depuis la moitié du XXe siècle. Non, du XIXe siècle. Qu'il crée du débat et des polémiques dans l'opinion publique, tant mieux. Tout le temps, Je crois que le retour de bâton n'est que sa forme extrême. Mais c'est l'enjeu d'un processus qui se veut démocratique. Après tout, la démocratie non plus n'est jamais acquise pour de bon, comme tout d'ailleurs. Or, d'où vient mon embarras de parler au sujet du corps de la femme? Serait-il du fait qu'il est tissé par des discours qui le prennent à la lisière du sacré et du profane? Cette limite opaque entre le corps de la sainte et celui de la pute, entre la mère et la prostituée, et depuis la nuit des temps. Peut-être on a trop parlé de ce corps, ou comme disait Foucault dans son article sur sexualité et pouvoir, il y a trop de savoir à son sujet, comme l'attestent les discours de la science et celui de la religion, comme nous verrons par la suite. Je me suis rendu compte, à mesure que j'avançais dans ma réflexion, que ce corps est un sujet politique, dans le sens où l'inconscient révèle toujours et encore de la politique. Serait-ce un hasard que le corps de l'homme fut absent de ces discours et tout autrement pris dans l'histoire, alors que sa sexualité fut marquée par la place prépondérante donnée à son sexe, lequel les mène par le bout du nez, comme diraient certains. Telle a également été ma surprise de constater que pendant des siècles, le grand absent des récits sur le corps féminin fut le sexe de la femme. Et que je sache, en dehors du féminisme, le grand débat a été entrepris par les psychanalystes de la première génération, celle de Freud. Je reviendrai. Serait-ce aussi un hasard qui, dans les discours, d'un côté, il y ait l'absence du corps de l'homme et la présence survalorisée de son sexe, et de l'autre, une survalorisation du corps de la femme et l'absence de son sexe. L'histoire de la maladie des femmes est ainsi tissée par des discours venus de champs divers comme la médecine, la religion et plus tardivement la psychanalyse. Comme l'atteste ce livre remarquable d'Étienne Trillat, L'histoire de l'hystérie de 1986. Ce qui pour moi fut aussi une découverte, c'est que dans le défilé des récits de chaque époque,
il y avait une constante qui revenait sans cesse, avec des modalités variables. Un objet baladaire habitait le corps de la femme et la rendait malade. Ce corps contenant recueillait ce récit en accueillant leurs objets au point le plus extrême, celui de rendre malade sa porteuse. Même dans le champ analytique, il a pris ce tournant, comme nous verrons plus avant, rappelant seulement au passage le corps de la mère primitive chez Mélanie Klein, un corps fantasmé, porteur d'objets aussi disparates que le sein, bon et mauvais, les fesses, le pénis du père, etc. À la fois le corps réel de la mère et une surface projective des fantasmes et pulsions orales et sadiques de l'enfant. Apparemment, de tout temps, ce corps fut écran de projection du discours religieux et scientifique, mais aussi de l'art pictural et dramatique. Quel héritage avons-nous de ces proses des temps? Fabrique-t-elle toujours nos scènes et nos scénarios où s'entremêlent fantasmes individuels et fantasmes de chaque époque, au point qu'on ne puisse plus les distinguer? Mais pourquoi le corps de la femme? Pourquoi faire habiter chez lui un objet promeneur, immaîtrisable, irrationnel, fait de récits et de discours divers et disparates? Par exemple, la matrice, l'utérus, c'était le seul organe du corps dépourvu d'âme, selon Platon. Ça, c'est le Timée, dans le Timée. Est-ce que ces objets trop mobiles et figuratifs dans ces époques anciennes seraient de précurseurs de ce que Lacan a fini pour nommer l'objet A? Même si lui a donné un autre statut en le vidant de sens et de représentation, Lacan n'a pas échappé à la supposition que cet objet habitait le corps de la femme. Dans ses formules de la sexuation, il situait l'objet A côté femme. C'est elle qui le portait dans son corps en tant que cause du désir dans le fantasme de l'homme. Ainsi, je vous propose comme hypothèse que ces objets figurés, mobiles, changeants, fabulés, furent des précurseurs de ce que Lacan appellera plus tard l'objet A. Dans ces récits anciens, cet objet était tantôt organe connu, l'utérus par exemple, tantôt méconnu, fruit de toutes sortes de croyances et d'élucubrations pré-scientifiques et scientifiques, comme c'est le cas de la sémence féminine, des fluides chimiques divers comme les esprits animaux, etc. La révolte de ces 10 objets était ainsi à l'origine de la maladie des femmes. Le remède envisagé et prescrit par ces médecins anciens était souvent le mariage, la grossesse et la sexualité. Même la masturbation féminine fut prescrite par Galian au IIe siècle. Donc, on peut dire que la médecine interprétait la crise du corps féminin comme une rébellion de ces objets et une demande de sexe, voilée et méconnue de sa porteuse, adaptée aux mœurs et à la morale de l'époque, comme en attestent les prescriptions de mariage, grossesse, etc. Le discours religieux a également toujours eu la main mise sur le corps de la femme. D'ailleurs,
Il essaye toujours au sujet de la procréation. C'est en cela que je soutiens que ce corps est un sujet politique, dans le sens précis du terme, à savoir que l'inconscient est structuré comme un langage, et de plus que l'inconscient, c'est la politique. Deux formules majeures de Lacan. Donc, pour l'Église médiévale, le chemin fut beaucoup plus tortueux, voire tordu, car après avoir donné un statut trop sacré, sanctifié à ce corps, en lui faisant enfanter un fils d'un Dieu par un esprit divin, il a fallu qu'on lui fasse porter l'autre face de Dieu, celle d'un mal radical. Si, d'un côté, il pouvait porter une jouissance étrangère, quoique bienveillante, comme celle de la mystique des saintes chrétiennes, Sainte Thérèse, etc., de l'autre, il pouvait accueillir une jouissance malveillante, la tentation sexuelle dans la possession diabolique. Il fallut alors le consumer par le feu des bouchers, car du feu des enfers venait son péché. Ainsi, quand le discours scientifique disparaissait dans les parages, le religieux prenait le dessus et s'enflammait. C'est le cas de le dire. Je voudrais insister encore sur ces habillages théoriques du corps des femmes et vous donner un autre exemple de ce qui fut nommé à l'époque les esprits animaux. Ainsi, avant la découverte de la circulation sanguine au XVIIe siècle, on supposait que les artères étaient vides et qu'elles transportaient de l'air, mais surtout des vapeurs, ce qu'on appelait les esprits animaux, tandis que les veines transportaient le sang. On supposait qu'entre l'âme et les esprits animaux s'établissaient des interrelations d'interdépendance, mais aussi de cercles vicieux. Ils étaient, je cite, la plus fine portion de la matière rapprochée de la substance spirituelle. On pourrait dire qu'ils étaient une sorte d'élément matériel qui transportait les passions et les affects, mais conçus comme une inspiration spirituelle de l'âme. Je cite Tria, ou Trilla, je ne sais pas comment on appelle. Entre l'âme et les esprits animaux, il y avait une case consubstantialité. Donc, pour Sidenian, médecin anglais du XVIIe siècle, l'un des plus connus apparemment, les esprits animaux, dont le dérèglement provoque les vapeurs, relèvent d'un pur concept qu'on ne peut le concevoir que par l'entendement, sans jamais pouvoir savoir comment ils se forment. Ils ne sont pas des objets de l'expérience. Nous ne sommes plus dans les désordres du sperme féminin, la sémence féminine, corrompue de la Rome ancienne du temps de Galien, qui a supposé aussi que la femme avait donc un sperme, une sémence à l'intérieur de son corps, et que bon, ça équivalait un peu à un organe sexuel, bon, selon lui. Mais on conserve, donc là, au XVIIe, on conserve la théorie des humeurs corrompues en la transposant aux vapeurs dont les impulsions violentes des esprits animaux attaquent tous les organes du corps de la femme. Ainsi, celui-ci gagne en contour et l'objet qui l'habite gagne en profondeur ou, si vous voulez, en hauteur. Il bascule entre ciel et terre, entre âme et corps. Cette fois-ci, ce n'est plus un organe,
l'utérus ou la sémence, qui peut être attaqué, visé, mais tous les autres organes. Alors, le corps devient simulacre, passible de dissimulation. Il peut imiter les maladies de tous les organes. Je cite Tria. On la reconnaît, à la femme malade, un génie particulier, celui de tromper. Mais on s'efforce de ramener ce génie dans l'espace médical en lui appliquant les théories en cours. Remarquons, chers amis, que ce n'étaient pas les théories qui pouvaient nous tromper, mais les forces obscures et étrangères de ces créatures, ces dits objets étranges, un peu esprit, un peu animal, qui habitaient le corps de la femme. J'imagine qu'à l'époque, ces théories concernaient le corps humain en général, d'hommes et des femmes. Mais apparemment, elles étaient projetées et mises en scène sur le corps de la femme, en devenant ainsi un vrai champ de bataille. Ouais. Serait-ce pour cela que les femmes les résistaient en défiant médecins et prêtres à travers la révolte des organes dans leur crise spectaculaire? On aurait à gagner à articuler le discours du maître au discours de l'hystérie à la lumière de l'histoire de la maladie du corps des femmes, de la dite hystérie, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, bien sûr. Comment entendre ce corps, grand autre féminin, pris dans une telle altérité radicale? Retour de bâton très ancien, trop plein de discours de savoir, mais aussi d'ignorance religieuse et médicale. Est-ce que la psychanalyse en a échappé? Cela me rappelle le rêve d'une patiente dans lequel la superficie de son corps était parsemée de mots, d'écritures illisibles, de lettres, mais son vagin était cousu. Elle s'étonnait de cette virginité inattendue à son âge. Côté masculin, nous pouvons trouver les rêves des vagins dentés et dévorateurs. D'un côté, bouche et sexe cousus, de l'autre, bouche bée. Mais surtout, un gouffre de géométrie inconnue, variable, un continent noir pour hommes et femmes. Donc, comme évoqué précédemment, le deuxième constat de ces récits fut l'absence de discours sur le sexe de la femme. Tout se prêtait à le substituer en tant qu'organe sexuel. Utérus, sémence féminine, fluides chimiques, esprits animaux, ne parlons même pas de l'imagerie médiévale du diable amoureux qui la possédait. Si la mouette faisait parler, elle ne disait apparemment pas grand-chose. Et quand elle parlait, c'était avec la prose de son temps, d'ailleurs comme l'homme. Je vous rappelle au passage cette période très féconde et malencontreuse pendant laquelle on a beaucoup parlé sur la sexualité féminine et qu'on appelle aujourd'hui la fameuse querelle du phallus des années 20-30 entre les dites écoles allemandes et anglaises de psychanalyse. Les analystes femmes, autour soit de Freud, soit d'Ernest Jones, ont beaucoup spéculé sur la frigidité féminine, au point que, pour en guérir, l'une d'entre elles
la princesse Bonaparte, se fit opérer à 3 reprises par un chirurgien viennois entre 1927 et 1929 pour rapprocher le clitoris du vagin, malgré la désapprobation de Freud, son analyste. Si quelque part Marie Bonaparte résistait, elle voulait néanmoins surtout adapter son sexe aux théories de l'époque, rapprocher ainsi les théories sur le clitoris, vues comme une jouissance pré-oedipienne liée à une fixation virile à la mère, de celles sur le vagin conçues comme une jouissance résultante du changement des zones érogènes liées à la résolution édipienne et à la fonction du père. Je vous conseille la lecture du texte Notes sur l'excision de Marie Bonaparte de 1941-42, dans lequel elle revisite ces questions d'une façon très fine et pertinente. Quant à ces sujets précis, Freud n'était qu'un homme de son temps, pris dans la prose de l'époque, qui ne voyait le sexe de la femme que clivé en deux. Tandis que son analysante, la princesse, un peu différemment, était très partagée et divisée, mais voulait surtout unifier ces deux sexes, le clitoris et le vagin, non seulement en théorie, mais aussi en passant par le réel du bistouri. N'oublions pas qu'elle fut également une grande théoricienne de la bisexualité féminine, fidélité aux théories du maître ou à la bisexualité de son sexe. Or, Freud a eu néanmoins la génialité de comprendre avec les moyens du bord, et même en fixant et en interprétant quelque chose de son époque, qui c'est au niveau de l'autre, du mot, du signifiant, d'un élément symbolique, le symbole phallique, qui se fondait la sexualité chez le sujet humain. Si chez lui, l'horreur de la castration féminine, maternelle, fait le lit du complexe de castration et de la résolution du complexe d'Œdipe, chez Lacan, dans sa relecture de Freud, l'accent est mis sur l'absence radicale des symbolisations du sexe de la femme. Je cite un passage du séminaire 3, les psychoses. Donc, Lacan. Ce que nous voyons, c'est qu'une dissymétrie essentielle apparaît au niveau du signifiant, au niveau du symbolique. Et il n'y a pas, dirons-nous, à proprement parler de symbolisation du sexe de la femme comme telle. La symbolisation, en tout cas, n'en est pas la même, n'a pas la même source, n'a pas le même mode d'accès que la symbolisation du sexe de l'homme. Dans ce passage, il commente les thèses du complexe d'Œdipe chez Freud. Il parle d'une dissymétrie au niveau du signifiant, du symbolique, en disant qu'elle n'a pas la même source chez la fille et chez le garçon. Alors que, curieusement, par la suite, dans un long passage que je ne citerai pas ici, il va dire le contraire. Cette dissymétrie est due à la prévalence de la forme imaginaire de la gestalt phallique, donc d'une même et seule source, le symbole phallique. Pour problématiser un peu cette question,
est-ce l'anatomie qui fait le destin ou la nature symbolique de cette prévalence imaginaire du symbole imprimé sur les corps comme présence ou absence? Autrement dit, est-ce l'anatomie ou les discours eux-mêmes qui créent cette dissymétrie que, comme disait Lacan, est d'ordre symbolique au niveau du signifiant? En 55-56, Lacan semblait encore partagé, comme suggèrent ces deux extraits de la même leçon. Dit-il, c'est le sexe féminin qui a ce caractère d'absence, ce vide, ce trou qui fait qu'une dissymétrie essentielle apparaît. Ou encore, un autre extrait, mais là il y a une nuance. Qu'est-ce que se passe en effet quand Dora se trouve poser sa question, s'interroger sur qu'est-ce qu'une femme? Cela a le sens, et pas un autre, d'une interrogation, une tentative de symboliser l'organe féminin comme tel. 10 ans après, en 1975, dans le séminaire 20 encore, Lacan va dire une chose beaucoup plus surprenante, à savoir, homme, femme et le corps lui-même ne sont que des signifiants, énoncés sans précédent dans le champ de la psychanalyse. Nous ne sommes plus dans un questionnement sur ce qui fait l'identité féminine ou masculine, mais l'accent est mis sur la différence de jouissance de celui qui se place d'un côté ou de l'autre du tableau de la sexuation, peu importe le sexe. Autrement dit, ce qui va déterminer qu'un homme ou une femme se place d'un côté ou de l'autre du tableau, ça serait sa modalité de jouissance et non plus son identité ou son anatomie. Pour finir, je voudrais reprendre brièvement une lecture de deux fantasmes proposés dans le tableau de la sexuation. Je pense qu'on peut lire ça comme ça. Deux fantasmes, un féminin, un masculin, quand même, parce qu'il y en a. Côté gauche, celui de l'homme, la formule classique du fantasme. Voilà. Où le sujet divisé est face à l'objet à placé côté femme, c'est-à-dire c'est dans son corps que se situe l'objet cause du désir. Voix, regard, morceau de corps, fétiche, etc. Côté droit, celui de la femme, une flèche, jambes écartées, excusez-moi la métaphore, même pas une métaphore, entre d'un côté le symbole phallique donnant place à la jouissance du sexe de l'homme et de l'autre côté la jouissance dite du corps, l'autre jouissance supplémentaire, pas toute phallique, c'est-à-dire qui a affaire à un autre barré dont la barre tombe sur son corps et le divise. Alors, qu'est-ce que jouir d'un corps? C'est là que Lacan fait appel au savoir des mystiques pour constater qu'après tout, ils n'en disent rien, mais ce n'est pas sûr pour autant qu'ils n'en jouissent pas moins, du fait même de ne rien pouvoir en dire. La rébellion du corps de la femme contre les savoirs scientifiques et religieux serait ce
l'autre face d'un oubli fondamental, celui de la place non faite à l'ignorance ou au non-savoir dans la jouissance des corps. Autrement dit, la place faite à l'objet A, au désir, qui tourne plutôt autour du vide, d'un manque à naître, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Voilà au moins une parité. Comme exemple, je voudrais finir avec l'évocation d'un livre de Chico Buarque de Holanda, Budapest, dans lequel il est question de l'écriture, de la mise en abîme d'un autre livre, un livre dans le livre, donc, appelé Gynographe. Femme, graphie, qui est l'histoire d'un homme, d'un écrivain qui a l'habitude d'écrire sur le corps des femmes et de perdre les écritures dès qu'elles s'effacent ou que les femmes partent de sa vie. Jusqu'au moment où il rencontre une femme qui lui enseigne à écrire à l'envers. Et alors, c'est seulement elle qui sait le lire en se le regardant dans la glace de ce qu'il écrit. Ainsi, la nuit efface ce que le jour écrit pour que l'homme écrivain puisse ne jamais cesser d'écrire sur son livre en elle, sur son corps. Elle tombe enceinte et le livre gagne de nouvelles formes et continue à s'écrire dans son ventre. Mais le livre finit. L'écriture, comme le corps de la femme, s'échappe à nouveau. Belle métaphore de ce qui est un corps, de ce qui est le désir, un parchemin, un hiéroglyphe, un gynoglyphe mystérieux qui peut jouir sans savoir, en ignorant même ce qui en lui fut écrit. Merci de votre attention. Voilà, c'est à peu près ça. Angela? Okay. Non, merci beaucoup, Oneige. Merci beaucoup d'introduire cette question de la féminité dans nos débats de cette année. Au moment même où ce qu'on peut appeler une guerre des sexes prend les devants de la scène sociale. Et en t'écoutant, je me suis rappelé de quelque chose, quelle citation, hein, c'est pas de mon cru, mais je me rappelle pas là en l'occurrence qui est-ce qui a dit ça, mais que la place accordée à une femme ou aux femmes en tant que figure d'altérité dans une culture ou dans une société dit les degrés de civilisation de cette culture et de cette société. Mais je vais juste dire ça pour te remercier. Je pense que c'est important, cette question que tu ramènes. Et je vais passer tout de suite la parole à Luis Chiara pour démarrer la discussion. Et je reviendrai moi pour dire un petit peu ce qui... Non, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont intéressée, mais je voudrais au moins poser 2 questions. Louis. Oui, c'est difficile ton exposé, Maria Oneige. Alors, je vais te donner mes quelques impressions comme ça, parce que j'ai découvert ce matin, entre 2 réunions Zoom et en t'écoutant un peu ce soir. Alors, écoute, la première chose, pour rebondir sur ce que disait Angela, peut-être parce que je ne suis pas assidûment votre cartel de travail, en fait, votre groupe de travail à la Maison de l'Amérique latine, mais enfin, il n'y a pas simplement une guerre des sexes dans le social actuellement. Et ça concerne beaucoup de pays et beaucoup d'endroits dans le monde, mais il y a plus qu'une guerre des sexes.
il y a une tentative, et alors c'est de plus en plus marqué, d'aller du côté d'un unisexe qui peut prendre toutes les variables possibles. Et ce que tu dis à la fin, évidemment, des formules d'asexuation, pour moi, c'est très important dans la mesure où ça reste une référence majeure, peut-être que je ne remets pas assez en question, mais qui pour moi est très importante, parce qu'elle permet, elle permet déjà d'avoir des outils théoriques qui pourraient, s'ils étaient lus par les théoriciens du genre, des genres, pourraient avoir un éclairage un peu plus, comment dire, plus ouvert et qui ne penche pas du côté de la guerre des sexes. Mais il me semble que la guerre des sexes, elle n'est pas simplement le mouvement MeToo dont tu parles, elle épouse le fait social, le fait culturel, mais là, on passe à quelque chose qui est beaucoup plus marqué. Et je trouve qu'avant il y a 2 semaines, j'ai lu le livre de Preciado là, qui s'appelle Je suis un monstre qui vous parle, qui n'est pas seulement une forme de provocation, mais qui est une façon de mettre en question la norme, toute forme de norme. Et donc, ce que tu dis ce soir, qui part de l'histoire de l'hystérie, finalement, l'interrogation finalement mise en avant sur, au fond, on ne parle pas du sexe à proprement parler des femmes, mais on a parlé beaucoup de leur corps, la façon dont tu évoques tout ce côté objet baladeur qui aurait pu influencer, par exemple, Lacan dans sa conception de l'objet, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, moi, j'ai surtout des questions à te poser, parce qu'il y a à la fois un aspect historique, avec cette référence à Tria. Alors, c'est un livre qui m'avait beaucoup passionné et que j'ai lu il y a très longtemps. Effectivement, c'est un livre ça s'appelle L'histoire de l'hystérie, qui est absolument prodigieux par sa, comment dire, le côté détaillé de l'historisation, au fond, autour de la question qu'est-ce que c'est que le corps d'une femme, pourquoi ça a suscité tant d'intérêt dans la norme mâle, parce que c'est aussi d'ailleurs les criticateurs de la différence des sexes, par exemple, actuellement, ou avec les genres qui prolifèrent, ils insistent beaucoup sur ces aspects. Alors, il y a ça. Il y a le fait, effectivement, dans ton topo, tu conclus beaucoup sur le fait qu'il finalement, tu lis, il y a 2 fantasmes. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en prenant les formules de la sexuation, et si on suit Freud et Lacan, et puis bien d'autres, ça pose cette question. C'est pas formulé, il y a 2 fantasmes, il y a 2 types, il y a 2 modalités de jouissance d'un côté ou de l'autre, qui dépassent la question d'identité, du genre, bien sûr, et de l'anatomie. Mais en même temps, ce qui est compliqué, c'est justement de spécifier cette question du fantasme côté féminin. Et là, tu ne le développes pas beaucoup. Ce qui m'a intéressé aussi, je suis en train de regarder mes notes là, c'est l'insistance, c'est très parlant dans ton texte, au fond, dans ce que tu appelles les récits autour du corps féminin. Hein. Tu dis le grand absent côté féminin, finalement, c'est son sexe, alors qu'on ne parle que de son corps, avec toute l'imaginarisation et avec tous les aspects d'imaginarisation diabolisante ou à l'inverse du côté de l'ingénu ou de la Vierge ou de la Mère Sainte, ou je ne sais pas. Et puis de l'autre côté, côté masculin, une espèce de façon de prôner comment dire, un culte du pénis. Bon. Et puis tu racontes dans ton texte comment Freud passe du côté non plus de l'organe simplement, mais du côté du symbole. Mais la question que je voudrais te poser, parce que ça c'est des remarques générales et c'est vrai que c'est compliqué, c'est au fond pourquoi, s'il y a un point d'articulation peut-être qui est en lien avec votre séminaire, c'est comment tout ton topo me semble indiquer la chose suivante, c'est que au fond, comme tout sujet, nous sommes des effets de signifiants,
et comme toute personne humaine, nous sommes pris dans des cultures et des discours. Et que ce sont ces discours, ça va dans ce sens, ton exposé, hein, c'est comme ça que je l'interprète. Ce sont ces discours qui ont influencé et qui sont quand même liés pour Freud à la prévalence de la libido masculine, etc., mais que tu lis aussi du côté de ce qui socialement vient déterminer la condition féminine, mais aussi la façon dont les psychanalystes, plus tard, lisent les questions du sujet divisé féminin, on va dire ça comme ça, côté position sexuelle féminine, avec quand même Freud, ça c'est une caricature, avec une lecture qui est largement influencée par ce que un type comme Preciado dénonce comme l'hégémonie de la norme hétérosexuelle, masculine, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans des débats de société qui interrogent sans arrêt ça, avec des gens de disciplines différentes qui les abordent différemment, bien entendu, mais qui n'ont pas forcément les outils analytiques qui permettent quand même de prendre un peu de distance. Mais il n'empêche que ce que j'ai beaucoup aimé dans ton texte, c'est que c'est au fond, enfin moi je l'ai entendu comme ça, mais peut-être je me trompe, mais c'est du côté d'une position sexuée féminine que tu viens pas dénoncer, mais interroger quelque chose de cette hégémonie, mais c'est aussi une façon de remettre en question le dogme même de la psychanalyse qui concerne la différence des sexes. Non pas parce que c'est un dogme de la différence des sexes, mais parce que c'est la lecture du côté phallique et masculin, et tu interroges d'ailleurs le discours du maître aussi de ce côté-là, qui vient influencer ce qui peut se lire de la clinique qui concerne les femmes. Bon, et puis alors Lacan, il nous a donné un truc génial, c'est qu'effectivement, je pense qu'une fin de cure, par exemple, puisque moi ça m'intéresse, si la fin de cure mène un sujet à une lecture uniquement phallique des choses, en tout cas pour les hommes, ce serait une hérésie. Et que justement les analystes ont à tenir compte de ce côté pathophallique, qui se positionne en position masculine ou en position féminine. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas pu t'empêcher d'employer le mot parité à un moment donné. Oui, il y en a quand même. Oui, oui, mais bien sûr. La parité, et en même temps, évidemment, tu nous cites Lacan qui ne parle que de dissymétrie. Mais alors, la question que ça me pose, moi, dans votre cas, dans votre séminaire de travail, c'est, au fond, est-ce que vous avez beaucoup travaillé sur, enfin, j'ai déjà entendu dans des conférences, etc., mais sur les effets par les discours sociaux sur les subjectivités de cette espèce d'avalanche qui va au-delà de la guerre des sexes, mais qui va du côté d'une espèce d'unisexe au titre de l'égalitarisme citoyen, par exemple, et qui pour moi est un produit néolibéral typique, puisque c'est, on va le dire comme ça, tout sujet, qu'il soit homme, femme, trans, non-binaire, comme disent certains, etc., cuir ou je ne sais quoi, ce qui intéresse le discours néolibéral, c'est quoi? Ben, c'est qu'il soit productif, et puis c'est tout. Et à ce titre, ça abrase toutes les difficultés, et ça donne l'idée que tout est possible et tous les genres sont possibles, par exemple. Alors, tu vois, je vais beaucoup plus loin que ce que tu avances dans ton texte, mais ce qui m'a intéressé, c'est le côté, comment dire, c'est ce que tu as rappelé sur cette façon dont les femmes, ou le corps féminin, a été mis en question et travaillé sans arrêt comme une énigme, comme une évidemment faisant l'objet de toutes sortes de fantasmagories, hein, et qui passe et ça se termine par la question du trou, ton interrogation là, puisque tu cites Lacan. Enfin bon, c'est des remarques, je n'ai pas à classer mes remarques, mais c'est des remarques comme ça, très générales. Voilà. D'accord, merci Louis. Je voudrais répondre que pour préciser un petit peu, parce que ouais, par rapport aux deux fantasmes, alors, des formules de la sexuation. Alors, moi, ça m'intéressait, mais je ne pouvais plus développer, c'était déjà trop long, c'est de montrer que justement, ces discours, hein, ils ont une histoire et
d'une certaine façon, à chaque fois, on est pris là-dedans. Et ça, je trouve ça génial de voir que Freud, Marie Bonaparte, ils ont été pris dans un discours d'époque. Et donc, c'est ce que me fait, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, que je me pose la question de la question du fantasme lui-même, du fantasme individuel, fondamental. Est-ce qu'il n'est pas pris lui aussi dans ces discours des fantasmes d'époque? Tu vois? Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que dans les formules de la sexuation, eh bien, on le retrouve justement deux fantasmes d'époque. Peut-être ça a changé. Pourquoi tu dis ça? Je veux déjà peut-être avancer un petit peu de ce qui a déjà changé. Par exemple, le fantasme fondamental, Lacan le place du côté homme. D'accord? On est d'accord. La flèche sort du côté homme et va vers le côté femme. Bon, bref, d'accord, ça, hein, c'est simple, mais justement, celui de la femme, elle est partagée entre organes et corps. Et là, on voit que de nouveau, le corps gagne une place curieuse dans ce séminaire. Et il faut peut-être travailler un peu plus dans ce côté-là, parce que donc, il y a tout un passage, plusieurs passages où il va répondre la question de l'amour que la femme aime, son homme au-delà de lui, que ça va vers Dieu. Bon, bref. Donc, toutes des choses qui est intéressant, mais qui est pris aussi dans quelque chose qui est un discours qui vient de l'époque où on est. Et par rapport à ça, ce que je voudrais dire un mot, sans avoir trop travaillé là-dessus, mais je pense qu'il vaut mieux, qui est la place du corps, de l'homme dans notre modernité. Là, ça a changé. Ce n'est plus, donc, elle n'a plus la même place d'absence qu'elle a eue avant. Tu vois? Je pense que il y a eu, je ne sais pas quand, mais peut-être 20e, un changement là-dessus, parce que ça apparaît beaucoup plus, il gagne beaucoup plus de place, le corps de l'homme. Ils prennent du corps. Le corps, il prend du corps, hein, finalement. Je ne sais pas si c'est si mauvais que ça. Au moins, bon, bref. Mais ce qui me fait un petit peu reprendre que aussi, tu vois, vite fait, ce que tu as parlé de Preciado. Moi, je trouve ce discours de Preciado très étonnant, et justement parce que c'était Béatrice Preciado qui fait une transformation dans son corps comme une performance, justement, un passage, justement, par les hormones. Et je pense qu'il y a ce côté politique de ce corps qu'elle met, parce que ça devient Paul, et donc qu'il y a une proposition de faire interpeller, réfléchir l'autre dans le sens où ce corps, il est politique. Et il y a, par exemple, j'ai entendu une conférence qu'elle a faite au Mexique quand elle était Béatrice encore, Preciado. C'est absolument intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle montre comment tout ce qui était le pouvoir des institutions sur le corps au 19e va changer au 20e pour passer à être à l'intérieur même du corps de la femme, par exemple, avec tous ces moyens de procréation, tout ça, mais c'est toujours
alors comment dire, une mainmise, voilà. Et elle se propose, elle se propose à faire une transformation pour faire aussi une critique. Alors, bien sûr, après, ça va donner ni homme, ni femme, ni homo, ni hétéro. Bon, alors c'est ni. Oui, mais c'est un unisexe avec multiples variables. Mais oui, mais alors, ce qui est curieux dans ce discours, alors, j'ai presque envie de faire un parallèle avec Jonathan Little, qui est l'extrême opposé de ça, qui est être homme, être femme, être homo, être hétéro, être tout. Hein? C'est-à-dire, alors, ce sont bien sûr de contrepoints, mais c'est intéressant de penser pourquoi ces discours prennent sens et bon, voilà. Et en fait, pour nous interroger. Une question à te poser là-dessus. La logique du signifiant, est-ce qu'elle obéit à une époque? Alors que la logique, les discours peuvent changer, les discours sociaux peuvent changer au fur et à mesure. Mais est-ce que la logique du signifiant, est-ce que tu sais, c'est toujours ma question de l'invariance sur les lois de la parole et du langage. Est-ce que la logique du signifiant, on peut considérer qu'elle peut évoluer? Parce que Lacan, il met que sur les formules d'association, c'est la logique du signifiant. C'est les lois de la parole. Donc, c'est ça que. Oui, mais pourquoi? Mais lui, en même temps, les lois de la parole changent. Elles changent dans le temps. Elles changent. Il y a un réel qui se déplace, qui n'est plus le même. Les lois de la parole, est-ce que. Donc, oui, qui homme, femme, corps soit des signifiants, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas inscrits dans des lois de la parole où voilà, qu'il n'y a pas toute une symbolisation des discours et que ça prenne corps. Je n'en sais rien. Bon. Vous savez, les amis, l'heure tourne là, il est déjà 10h15 pratiquement. Peut-être qu'il y a. Moi, je voulais vous dire deux petites choses, René, mais ce n'est pas le plus important. Il y a peut-être aussi des questions dans la salle, qu'on laisse un petit peu de place aussi pour les collègues poser des questions. Je voulais. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup intéressée dans ce que tu as dit. Et c'est vraiment de points de discussion parce que ce que je pourrais proposer, c'est une lecture un tout petit peu en décalé, mais ce sont deux points forts de ton exposé pour moi. Quand tu dis que le corps de la femme est comme un écran de projection. Et ça, je trouve que c'est très juste. Et tu parles de ça en parlant de Melanie Klein, tu parles du fantasme sadique des enfants et du fantasme de l'homme. Et ça, je trouve que c'est très précieux comme remarque, et c'est là peut-être où il y a une petite. Enfin, je vais te proposer ma lecture et on peut discuter. Parce que c'est évidemment une question qui m'intéresse aussi. On est en train de préparer des journées sur est-ce qu'il existe un fantasme féminin? Et je pense que c'est ce qui est très intéressant. Est-ce que tu attires l'attention là-dessus, mais peut-être d'une autre façon, c'est que l'homme, avec son désir, son fantasme, il découpe les objets sur le corps de la femme. Et à mon sens, elle est le support. Elle vient faire semblant d'objet. Elle accepte. Si elle accepte, elle va finir faire semblant d'objet. Et elle supporte cette découpe sur son corps de l'objet du désir de l'homme. Il n'est pas dedans. Mais elle supporte cette découpe et elle soutient ça, si elle accepte, pour un temps. Moi, ça me pose une question intéressante parce que, à ce moment-là, presque, il faudrait parler des corps de femmes. Parce que cette question de la découpe, une femme dans sa vie, elle peut changer de partenaire, elle n'aura pas le même corps. Parce que l'objet qui va être découpé n'est pas le même. Pas forcément. Donc, ça pose des questions très intéressantes par rapport à la question de comment cette femme aussi s'est réappropriée de son corps.
en dehors de cette découpe fantasmatique de l'homme. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça. Et puis, bon, il y a, et puis, elle se supporte de cette division que là, il faudrait aussi discuter, parce que la division d'une femme, c'est une division de jouissance. D'un côté, le phallus, de l'autre côté, le grand tabaret. Mais le phallus, il va aussi supporter son narcissisme. Donc, vous voyez, c'est complexe, ça. C'est complexe. Et moi, je pense qu'il ouvre des questions énormes, là, concernant, justement, qu'est-ce qui fait corps pour une femme. C'est pas évident. Tout à fait. Ça, je voulais ouvrir cette question et avoir ton avis. Et puis, qu'est-ce que jouir d'un corps? Qui peut dire? Parce que c'est aussi la question d'énonciation, qu'il ne faut pas que ça devienne dénonciation. Hein? Là, un jeu de signifiant que tu as utilisé qui m'a beaucoup intéressé. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est là toute la question. Est-ce qu'on peut l'écrire? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Est-ce qu'il n'y a que quelqu'un en position féminine qui peut venir dire quelque chose de la jouissance du corps? Enfin, voilà. Moi, je trouve que ce que tu amènes est très riche. Évidemment, ça foisonne les questions. Je voulais te donner ces sons de cloche et puis passer quand même la parole à la salle si les collègues veulent intervenir. Mais j'aimerais bien que tu me répondes parce que c'est des points vifs de travail, je trouve. Merci, Angela. Alors, peut-être commencer par ce qui est de la découpe du corps dont tu parlais. Alors, ce qui est curieux, donc j'ai cité ce livre de Chick Buarque parce que justement, je pense qu'il y a quelque chose de ce registre-là, d'écrire sur le corps de l'autre, tu vois, de la femme. Ce qui est très beau, c'est que d'une certaine façon, ça l'échappait. Comme les mots, tu vois, pour l'écrivain qu'il était, aussi bien ce qu'il écrivait que le corps l'échappait. Donc, mais moi, je pense que ce corps, si il échappe, il est parce qu'il échappe qu'il peut être désiré, donc des coupes, une partie qui est, mais qui c'est toujours, moi je pense que ça passe toujours par le regard, par la voix, mais pas que, fétiche, tout ça. Mais il y a cette dimension qui échappe, tu vois. Mais si échappe à l'homme, échappe énormément à la femme elle-même. Elle est divisée par son corps. Et c'est ça qui est très beau dans ces formules-là, le S de grand tabaret, c'est parce que ça revient sur son corps. C'est ça qui est intéressant. Mais moi, je pense qu'il y a un peu de ce registre-là. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que jouir d'un corps? Alors, déjà, mais c'est parce que l'homme ne jouit pas de ce corps qu'il ne peut que jouir de ces objets. Et parce que la femme elle-même, elle ne peut pas jouir non plus de ce corps parce qu'elle est barrée de ce corps. Et ça l'échappe aussi. Quelque chose de ce registre-là, moi, je pense. Mais bon, on va passer. C'est une grande discussion. Mais enfin, peut-être qu'il faudra que d'autres collègues puissent prendre la parole. Roland, si tu veux prendre la parole, il faut ouvrir ton micro, s'il te plaît. Et bien sûr, j'oublie. Je n'ai pas trop l'habitude. Non, Angela, tu viens de dire, et c'est vrai, que notre questionnement ce soir est un peu foisonnant. Hein, d'une part, grâce à la richesse de l'exposé de Ronage, mais aussi parce que ces questions sont telles que ça nous entraîne à prendre des fils assez divers. Alors moi, j'ai plutôt envie, non pas de rajouter des questions, hein, on pourrait, hein, mais plutôt d'essayer de tracer une ligne qui en fasse ressortir les lignes principales, si je peux, grâce, bien sûr, à l'exposé de Ronage. Hein, dire un peu comment j'entends ça. Au fond, ma contribution, ça serait quoi? Ça serait, par exemple, de partir de ce que tu dis, Ronage, vers la fin, hein,
très clair, très simple, à savoir qu'est-ce qui est organisateur dans la sexualité humaine. C'est un symbole, hein, symbole de la différence des sexes et du désir. C'est ce que nous appelons le phallus, hein, ou bien entendu, qu'il ne faut bien entendu pas confondre avec le pénis. Hein. Mais donc on a quand même ce que rappelé René, cette place du symbole phallique. Les psychanalystes sont généralement d'accord avec une autre idée, alors que René énonce au début, hein, qui me paraît aussi une idée assez simple, costaud, importante, l'idée que du côté féminin, c'est le corps tout entier, hein, qui est phallicisé. Je veux dire, ça c'est une des choses qu'elle dit au début, en disant par exemple, en le disant dans l'idée d'une survalorisation de ce corps. Au fond, dire qu'il est survalorisé, ça veut dire qu'il est phallicisé, hein, que c'est à partir de ça que va s'organiser le désir. Bon, donc ça c'est un premier aspect de ce qu'elle amène. Deuxième aspect, c'est qu'elle passe à ce qu'a ajouté Lacan du côté de l'objectita. Hein. C'est-à-dire que ce corps, il vaut aussi en tant qu'il recèle cet objet qu'on peut découper, effectivement si on le prend comme ça, l'objectita. Et René, j'ai beaucoup apprécié que tu reprennes l'histoire des représentations de la femme à travers ces objets migrateurs, hein, dont tu montres qu'au fond, ils anticipent sur l'objet lacanien. Hein, ça, là, il y a quelque chose qui me paraît intéressant pour ne pas qu'on croie que ça tombe du ciel, l'objectita, hein, et son rapport avec le corps féminin. C'est quelque chose dont les médecins, les poètes, etc., n'ont pas cessé de parler. Alors, à partir de tout ça, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question comment hommes et femmes ressentent tout cela, c'est-à-dire cette distribution par rapport au phallus et par rapport à l'objectita. Moi, j'ai envie de dire qu'il me semble qu'il y a 3 temps. Hein. Je ne sais pas s'ils sont historiques ou logiques, mais bon, vous verrez. Premier temps, du côté des hommes, cette survalorisation suscite quoi? Une attraction, bien sûr, mais aussi une crainte. Hein, une crainte des femmes, hein, parce que de par simplement, ne serait-ce que l'importance qu'elles ont dans le désir, et crainte qui les pousse à diffamer les femmes. Hein. Donc c'est quelque chose que nous connaissons bien dans toute l'histoire des rapports entre hommes et femmes, hein, diffamer les femmes. Deuxième temps, du côté féminin, eh bien, il me semble que durant les 50 dernières années, il y a eu un refus de cette position d'objet, enfin, où on peut même dire un refus de cette survalorisation qui était en même temps projection en elle de la dimension de l'objet, hein, et que ce refus a poussé de nombreuses femmes à revendiquer une égalité, peut-être même une identité. Moi, je n'avais pas entendu que tu avais dit le mot parité, peut-être. Hein. En tout cas, une identité de statut. Hein. Donc, ça, c'est le deuxième temps de ce que, me semble-t-il, ton exposé fait ressortir. Je le prends autrement, hein, je le recompose, tu vois, autrement. Troisième temps, logique et historique, si on veut. Et je crois que c'est oui, historiquement, c'est peut-être le plus récent. Du côté homme, va venir alors une nouvelle crainte, hein, à savoir que cette homogénéisation fasse disparaître le désir. Ça, c'est ce qu'on entend quand même. Hein, et c'est une vraie question, parce qu'on n'a pas encore la preuve que les choses vont continuer tranquillement comme avant. Hein, c'est-à-dire que lorsque le corps devient un corps neutralisé, d'une certaine façon, neutre, ni homme ni femme, hein, on ne sait pas très bien comment fonctionne le désir. Alors, donc tout ça, ça me paraît mettre tout à fait en place les éléments d'un questionnement. Et j'ai été, alors là, très content de voir comment tu donnes une solution qui ne soit ni du côté, je dirais, du fonctionnement traditionnel, hein, avec ces places figées d'hommes et femmes, ni du côté d'une destruction de leurs différences, et que tu abordes à partir de ce livre de Chico Buarque, que j'avais lu il y a assez longtemps, mais à une époque où j'avais peut-être pas les moyens de penser théoriquement les choses comme toi, ce livre, parce que l'écriture et la lecture à l'envers, hein, que tu fais valoir avec ce livre, au fond ne se confondent ni avec une objectalisation, ni avec un effacement de la question du désir. Et si on devait travailler, ça serait
à partir de choses de ce genre, c'est-à-dire à partir d'inventions, hein, qu'un écrivain, un poète, un plasticien peuvent nous amener et qui donnent une voix qui ne soit ni, hein, la voix de la fétichisation, allez, on va dire, du corps féminin, ni la voix de l'écrasement des différences. Alors moi, si tu veux, en prenant les choses comme ça, je trouve vraiment une construction tout à fait intéressante dans ce que tu as amené. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Merci, merci Roland. Alors, alors, la seule chose que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf à la question de la parité. En fait, je parle de la parité par rapport à l'objet petit a, parce que là, je pense qu'il faut il faut revoir la formule de la sexuation, non, la formule du fantasme, hein. Parce que je ne pense pas d'ailleurs qu'il soit que quelque chose qui a à faire, ce fantasme-là, à l'homme. Je pense que ça fonctionne aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire, oui, il y a quelque chose chez l'homme qui échappe, tu vois, dans le sens de l'objet petit a pour une femme. Et donc, voilà, oui, il y a une parité, c'est celle-là. Alors, écoute, est-ce que tu serais d'accord? Oui, très intéressant. Mais est-ce que tu serais d'accord pour dire que il y aurait quand même à situer la façon différente dont du côté masculin et du côté féminin, on se rapporte à l'objet petit a. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi Ouais. quant au fait qu'une femme a un rapport avec l'objet petit a, pas seulement en tant qu'elle l'incarnerait, hein, mais en tant qu'elle peut le chercher chez l'homme. Mais est-ce que, par exemple, la différence qu'on fait entre, par exemple, une position perverse qui positive l'objet A, hein, qui en fait non pas l'objet d'une perte, mais qui le présentifie, et disons une position non perverse, pour dire rapidement, qui ne le positive pas, est-ce que ce genre de distinction peut être repris autrement, simplement à partir de la considération homme d'un côté, femme de l'autre, si tu veux. Hein, ce serait non pas bien sûr nier qu'une femme a rapport avec l'objet A, hein, voire même que son fantasme puisse inclure ce rapport ou être constitué par ce rapport, mais à ce moment-là, une forme de rapport qui ne serait pas la même. Est-ce que ça te... Ouais. Alors, Roland, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que tu es au courant que j'ai déjà travaillé sur la question du fantasme. Et moi, je pense, mais là, c'est trop long pour développer, mais je pense qu'il y a un fantasme masochiste pour l'homme et pour la femme, et qu'il est éminemment masochiste, le fantasme, un certain fantasme, tu vois. Oui. Mais bon, là, ça serait un peu trop long, mais bon, pas forcément lié à... Hein? Comment? Est-ce que hommes et femmes sont masochistes de la même façon? Non, je pense pas, mais ils sont masochistes tous les deux. On a beaucoup trop insisté sur Sade. On n'a pas assez travaillé, je pense, pour mon goût, masoch. Et là, il y a quelque chose de très intéressant de penser ce rapport qu'on a à l'objet et que nous, voilà. Bon, bref, moi je pense que c'est très proche de ce qu'il Lacan a travaillé en Sade, Kant avec Sade, justement. Mais bon, c'est trop, je ne veux pas rentrer là-dedans. J'ai déjà écrit sur. Peut-être qu'il y a d'autres questions, d'autres collègues qui veulent intervenir avant qu'on puisse clore. Peut-être dire que pour qu'il y ait une division du sujet, il faut bien qu'il y ait une chute de l'objet, et ça concerne tous les sujets divisés, qui se situent du côté de la position sexuelle masculine ou féminine. Parce que sinon, là, c'est une lecture de la question de l'objet centrée sur la sexuation. Mais sur l'opération de l'aliénation, il y a quelque chose qui se passe en deçà, dans un temps logique en deçà, qui est bien entendu. Oui, voilà, moi, c'est juste cette remarque.
Alors, est-ce D'autres qu'il- remarques peut-être? Je peux parler? Oui. Et j'essayerai le français, mais bon. J'aimais ton travail, René. Et par contre, je crois qu'il y a une question qu'on doit répondre, c'était l'effet du discours dans la position de jouissance. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça la question principale. Je crois que Ciara a remarqué ça. Il y a je crois qu'il y a un accent beaucoup plus à faire une adéquation, je crois, du corps aux jouissances. Les trans et tout ça, c'est en recherche de nommer en jouissance, pas en sexe. Donc, je crois qu'il y a, et ça, il y a des effets dans la clinique. Ciara a parlé de néolibéralisme. Je crois qu'il y a des effets plus importants de ces côtés-là. Donc, la question de créer une identité, est-ce qu'il comprend Oui. Créer une identité du corps à la jouissance. Je crois que c'est morceler, je crois, les noms des jouissances qui se confondent avec être sexué. Et donc, cette histoire, ce développement historique du discours que tu as fait manque qui nous peut prendre ce qui est aujourd'hui cet schéma que j'ai dit comme ça, créer une forme d'identité des noms aux jouissances. C'est pour ça que je crois qu'il y a un morcelé, plusieurs identités, non, qui sont un peu les noms qui ont créé à la jouissance. Je ne sais pas si j'ai me fait bien compris au français. En tout cas, c'est une fixation du nom de la jouissance comme identité. Et c'est morcelé parce que ce n'est pas uniquement deux côtés. Non? Il y a plusieurs, comme l'objet d'art migratoire, en tout cas. Je ne sais pas si j'ai m'expliqué, si tu as bien compris, je ne sais pas si... Je ne sais pas, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, Anne.
mais alors tu vas me dire si je compris ce que tu as dit. Par exemple, tu penses que ce qui manque dans dans le parcours que j'ai fait par rapport au corps, c'est une autre qui a affaire plutôt à quelque chose qui a beaucoup plus lien avec la jouissance. Non, je pense que je n'ai pas compris. Tu veux pas reprendre en portugais parce que je... Não, é que hoje eu estou interessada justamente no efeito do discurso e o discurso que se estabelece hoje, que chama uma identidade, mas é uma identidade que não convoca o sexuado, mas uma nada forma de gozo. E que eu disse que enfim, aí se desdobra, tem muitos, né? Tem homem, mulher, bi, queer, etc, etc. Donc, qu'il y a à faire, là maintenant, oui, je pense que j'ai compris, c'est-à-dire qu'il y a une lecture à faire actuelle qui passe par la question de l'identité, c'est ça. Hein? Mais une identité... Pas une de jouissance. Une identité liée aux jouissances. D'accord, oui. C'est pas sexué, en tout pas cas. La sexuation, mais oui, c'est un peu, bon, voilà, je pense qu'il y a le discours, par exemple, de Preciado, il est intéressant là-dessus parce que ça reprend ça. Mais c'est encore autre chose, je pense. Hein? Oui, oui. Parce que c'est un peu trop artistique et activiste et bon, voilà. Bon, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou on peut clore parce que le temps passe vite? J'ai une question pour Maria. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous me recevez bien? Non, on ne vous entend pas très bien. Ah, d'accord, d'accord. Et là, vous m'entendez là? Non? Mieux, oui, mieux. Alors, j'ai une question pour Maria. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Je voulais lui demander, est-ce que le corps de la femme ne peut pas être l'objet de jouissance pour elle-même? Alors, comment répondre à ça? Ton avis, Maria, qu'est-ce que Pourquoi pas? Non, mais Jade, justement, toute la tentative que j'ai faite, c'est pour montrer qu'il y a aussi, par rapport à ce corps, quelque chose qui jouit et qui ne sait pas et qui a plutôt un rapport avec tous ces discours qui a été inscrit pendant toutes ces époques. C'est-à-dire, moi, je pense que le corps de la femme jouit, mais jouit de quelque chose qu'elle ne sait pas. Vous voyez, moi, je reviens sur le livre de Budapest de Chico, parce que je pense qu'il y a quelque chose, ce registre-là, de quelque chose qui s'écrit, mais qu'on ne sait pas, et que ça jouit. Bon, voilà. D'ailleurs, Lacan, il met vraiment en question la question de la frigidité féminine.
Et on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'une femme pense qu'elle ne jouit pas, hein, et qu'elle reste figée dans cette affaire. On peut revenir sur Marie Bonaparte. C'était une femme qui avait des amants, qui était voilà, très moderne pour son époque, tout ça. Mais elle avait quelque chose de se penser frigide. Hein. Et alors, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de ce registre qu'est-ce qui fait, pourquoi la frigidité va dans ce sens-là, de nier qu'il y a quelque chose qui ça ne sait pas, mais que ça jouit quand même. Voilà, un peu comme ça. Jouir d'une absence, ça serait quoi? Déjà. Bon, voilà. C'est comme ça, Jade, que je pense. Bon, alors peut-être qu'avec cette question, on peut clore pour aujourd'hui. Nous avons rendez-vous, si tout va bien, à la Maison d'Amérique latine le 2 décembre. Et bon, si la pandémie continue comme on peut le prendre, ça sera à nouveau par Zoom. Mais ça sera le 2 décembre, une conférence de Jean Biltor, retour de bâton aux fixités d'une jouissance traumatique. Une question. Donc, on vous attend à la Maison Amérique latine si tout va bien, sinon par Zoom encore le 2 décembre. Donc, je vous dis à très bientôt. Et merci René.